Quelle stratégie de gestion de son patrimoine à mi-2025 Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts en matière de placement ou d'investissement sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord Johan Derbyshire. Bonjour Johan Derbyshire. Bonjour. Vous êtes responsable des investissements chez Cara Capital et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Jean-François Flity. Bonjour Jean-François Flity. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Allure Finance qui a rejoint le groupe Astoria récemment. Alors on va essayer, messieurs, de comprendre comment investir dans le contexte actuel, quelles convictions de marché on peut avoir dans le contexte actuel. Et on va tenter de regarder un certain nombre de classes d'actifs ensemble et essayer de comprendre ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans un contexte que moi j'appelle quand même de plus en plus incertain, fiscalement, politiquement, géopolitiquement, financièrement aussi. Un premier mot peut-être, alors avec vous Johan Derbyshire, sur l'immobilier en France, on va rester en France pour le moment. Quelle appréciation on a du marché immobilier à mi-2025 ? On a eu des sujets sur les SCPI, on a eu des sujets sur les taux, on a maintenant un certain nombre de gens qui nous disent qu'il y a une reprise, que c'est les soldes, qu'il faut effectivement aller sur le marché de l'immobilier, d'autres qui nous disent attention, ne refaisons pas les mêmes erreurs du passé. Quelle est votre conviction, vous, Johan Derbyshire, sur le sujet ? C'est une conviction de reprise, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on arrive à un moment où les marchés immobiliers ont baissé, on a un niveau de volume de transactions qui reste faible, mais qui est quand même en reprise, et on a de l'autre côté quand même du spectre des taux qui ont beaucoup baissé, ils ont été divisés environ par 2, et ça c'est quand même un moteur clé du marché immobilier. Et on a un deuxième effet qui est la demande locative, qui est à son paroxysme, on a vraiment un écart qui est très fort. Donc globalement, on a quand même des points un peu négatifs sur la fiscalité, parce que c'est un peu durci. Bien sûr. Mais globalement, le marché immobilier est assez porteur et les taux de crédit baissent. Aujourd'hui, on est à peu près à 3%. On revient quand même de loin. Et donc là, on va revenir sûrement sur un marché qui va être plus porteur. Et donc, on peut le jouer via différents produits. Alors moi, je mettrais quand même 3 tempéraments à cela. Pas si porteur que ça, le marché immobilier ? Non, pas si porteur. Effectivement, le volume des transactions s'est effondré, moins 30% en quelques années. Les prix ont baissé en moyenne entre 5 et 10%. Alors c'est vrai que c'est qu'une petite baisse, mais c'est une baisse beaucoup plus importante qu'on imagine, car si on l'actualise du taux de l'inflation depuis 2018, il faut retirer une vingtaine de pourcents. Donc en fait, un investisseur immobilier a perdu non seulement la baisse du prix, mais également l'inflation. Alors pourquoi sur la reprise du marché ? En fait, pour aller sur de l'immobilier, soit il faut avoir confiance dans l'avenir, soit il faut avoir des facteurs fiscaux stables, des facteurs politiques et fiscaux stables. Or actuellement, malheureusement, ni les facteurs politiques, ni les facteurs fiscaux ne sont là. Et puis pour terminer, il faut savoir également que les taux aujourd'hui, même si effectivement ils sont à la baisse, on n'est pas complètement certain que dans les mois et années qui viennent, on n'ait pas une remontée des taux. Rien n'est certain, même si les banques centrales, effectivement, vont tenter de peser pour les maîtriser. D'autres facteurs exogènes internationaux risquent ou peuvent, entre guillemets, avoir une influence. Donc on n'est pas dans un bon moment, parce qu'on entend quand même un certain nombre de gens nous dire, effectivement, les taux ont baissé, donc on achète un peu moins cher, et puis ça a corrigé les prix, donc il y a peut-être un moment, une fenêtre à l'heure actuelle. C'est pas votre conviction ? Si, il peut y avoir une fenêtre, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire que, comme toujours dans un marché, surtout dans un marché où les volumes sont vraiment très réduits, eh bien, c'est à l'acquéreur, c'est à l'investisseur de saisir les opportunités, d'une part, d'être très sélectif, bien entendu, dans ce qu'il va acquérir, et puis, bien entendu, d'appréhender tous les facteurs, qu'ils soient financiers, fiscaux, pour avoir un investissement le plus pertinent possible. Johan Derbyshire. Alors après, ça reste un marché qui est assez complexe, et donc il faut sûrement jouer aussi la diversification. Il y a des véhicules qui permettent de le faire, notamment les jeunes SCPI peuvent être des solutions qui permettent de rentrer sur ce marché. Et elles, justement, elles sont assez agiles, elles vont vous accompagner justement dans cette diversification. Et après, au niveau des taux, alors on parle de 3% actuellement, mais en fait, quand on regarde sur du long terme, on a été habitué. On a un peu des biais, les investisseurs ont un peu des biais, mais si on reprend une vue plus large, 3%, c'est pas tant que ça non plus. Donc, par rapport à ce qu'on a connu avant, effectivement, on a l'impression que ça a augmenté, mais ça reste pas énorme aujourd'hui d'emprunter à 3%. Exactement. Alors, il faut mettre un second correctif, c'est qu'en termes immobiliers, il y a plusieurs marchés. Selon que l'on
que l'on parle d'entrepôt-logistique, de bureaux, de résidentiels ou d'immeubles de santé, effectivement, chaque marché est différent. Et effectivement, il faut analyser marché par marché son potentiel par rapport à une réalité économique. Si on parle du bureau, par exemple, aujourd'hui, c'est plutôt sinistré. La question, c'est qu'il y a des volumes de bureaux en termes de construction et puis de bureaux vides qui sont tellement importants en région parisienne et en France tout entière qu'on peut quand même s'interroger sur la reprise du bureau à court terme. Voilà. Alors, messieurs, j'aimerais passer à un autre sujet. Alors, effectivement, on fait un peu un état des lieux, donc on va très vite sur les sujets. Si je comprends bien, opportunité mais prudence, ou prudence mais opportunité plutôt. Je pense que c'est une belle manière de le résumer, oui. Tout à fait. Deuxième sujet, le dollar. Alors là, c'est un sujet sur lequel on va essayer de passer un petit peu de temps, même si on a... on essaiera de traiter tous les sujets, mais on va essayer quand même de passer un petit peu de temps sur le dollar. On assiste depuis le début de l'année à une baisse du dollar assez conséquente. Tous les analystes laissent entendre que ça pourrait continuer d'ici la fin de l'année. Et ça peut avoir une incidence directe ou indirecte sur ses placements financiers. On a commencé avec Johan Derbyshire tout à l'heure, donc on va commencer avec vous, Jean-François Flity. Comment aborder, quand on est un investisseur français ou quand on accompagne des investisseurs français, le sujet de la baisse du dollar à mi-2025 ? Alors déjà, je pense qu'il faut revenir sur un fait, c'est que le dollar est à son plus bas niveau depuis plus de 3 ans, avec une baisse de plus de 14% depuis le début de l'année, qu'il a effectivement une influence importante sur tous les actifs qui sont libellés en dollars. Si on parle par exemple des investissements en actions américaines, d'une part, si on parle des investissements en or, si on parle des investissements en pétrole, donc beaucoup d'allocations, beaucoup de ces classes d'actifs sont libellées en dollars. Donc même si nous, Français ou nous, Européens, nous achetons ces classes d'actifs et que la classe d'actifs monte, ce qui est le cas depuis le début de l'année des actions américaines, ce qui est le cas également de l'or. On a des croissances d'environ entre 5 et 10% sur les actifs actions américains. On a des croissances de plus de 25% sur l'or. Mais une fois qu'on relativise de la baisse du dollar, et bien finalement, les baisses sont beaucoup plus relatives. Et donc là, la question qu'il faut se poser... Les hausses sont beaucoup plus relatives. Les hausses sont beaucoup plus relatives, pardon. D'accord. Oui. Et donc, on peut avoir l'impression virtuellement de voir des graphiques monter et derrière, en fait, quand on relativise par rapport au d'avoir pas dollar, gagné grand-chose. D'accord. Et d'avoir pas gagné. Et c'est là la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on couvre, est-ce qu'on achète des actifs couverts, est-ce qu'on couvre justement contre cette baisse du dollar? Quelles sont les anticipations du dollar à court et moyen terme? Car le président Trump a souhaité de manière très agressive faire baisser le dollar pour favoriser les exportations. D'autre part, sa nouvelle loi qui a été votée au Congrès va justement dans ce sens, puisqu'il y a plus de 3400 milliards de budget qui vont creuser le déficit budgétaire. De dépenses qui vont creuser le déficit budgétaire. Et donc encore des baisses sur le dollar à venir probablement. Johan Derbyshire, même question, aborder le dollar aujourd'hui, c'est quoi? C'est le premier indicateur à regarder quand on veut faire des investissements, notamment sur les marchés actions américains qu'on a essentiellement regardé quand même ces 3 dernières années. Bien sûr, alors il y a eu des flux qui ont été massifs, peut-être un peu trop. On a vu un rebasculement des flux vers l'Europe, ce qui est quand même plutôt positif pour notre économie et pour le futur. Mais la devise reste un élément clé, mais ce n'est pas l'élément central. Parce que là, aujourd'hui, on en parle beaucoup et généralement, on n'en parle pas parce que en fait, ça fait partie des marchés. L'année dernière, ça nous a porté. Cette année, ça nous coûte beaucoup. Mais généralement aussi, quand on parle de couvrir le risque de change, ça coûte aussi de l'argent de couvrir ce risque. C'est environ l'écart entre le taux américain et le taux européen. Aujourd'hui, c'est 2,5. Donc 2,5 par an. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'un investisseur qui aurait couvert son risque, il aurait été très content aujourd'hui. Bien sûr, oui. Parce que faut-il l'anticiper. C'est un écart d'environ 10%, si on, alors 14 moins 2,5, à peu près. Mais aujourd'hui, on revient sur des niveaux d'euro-dollar qui sont quand même à 1,17. Voilà, donc on a une pression baissière qui va venir sur le dollar. C'est ce que tout le monde imagine. Après, si vous reprenez historiquement les prévisions des analystes sur les devises et ce qui se passe réellement, c'est la classe d'actifs la plus complexe à analyser parce qu'il y a énormément d'éléments qui font les flux, les taux, la macroéconomie. Donc c'est un élément difficile. Le dollar reste doit avoir une place quand même dans un portefeuille équilibré d'un investisseur en euros. Pourquoi? Parce que c'est une devise de référence. Si vous prenez les actions mondiales, le MSCI World, l'indice, donc le CAC 40, mais version monde, bien sûr, c'est 65% de dollars. Donc on ne peut pas ne pas avoir de dollars. Alors ça nous a coûté cette année, mais pour un investisseur par exemple qui
déploieraient de l'argent aujourd'hui, c'est intéressant de revenir progressivement sur le dollar. Rapidement, puisqu'il nous reste 2 minutes, est-ce que ça remet en cause des stratégies d'investissement en actions américaines en 2025, Johan Derbyshire? Je pense qu'il faut toujours prendre de la hauteur. Quel est le niveau de risque qu'on veut prendre, actions, obligations, etc. Et puis, si on veut prendre des actions, il faut avoir des actions américaines parce que voilà, il y a des méga tendances qui sont beaucoup plus fortes aux États-Unis qu'en Europe. Il y a de l'innovation qui est beaucoup plus forte. Après, c'est vrai que la place de l'Europe, surtout dans un contexte plus large où il y a quand même un momentum sur l'Europe qui est assez fort avec le plan Draghi, etc., etc., la baisse des taux en Europe qui est quand même plus forte. Peut-être que l'Europe peut prendre une place un peu plus importante qu'elle n'a été ces 10 dernières années. Alors Jean-François Fetti, ouais. effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec avec ce sentiment. Le seul bémol, c'est les niveaux de valorisation, d'une part, de certaines classes d'actifs, notamment sur les actions américaines. Alors effectivement, si on se place sur du moyen long terme, effectivement, l'économie américaine est une des économies les plus dynamiques, hein, et les plus innovantes. Maintenant, on n'est pas à l'abri dans on va dire à court terme, de baisses qui peuvent être significatives parce qu'il y a Sur les actions US. en tout cas sur les marchés de façon générale, parce D'accord. que l'été peut-être ou pas, Il y a plus de volatilité. Oui. Oui, une saison volatile. Donc après, je pense qu'il faut être prudent, bien surveiller, être agile, bien surveiller son portefeuille, être bien conseillé pour être prêt à passer d'une classe d'actifs plus prudentielle et revenir effectivement sur le moyen long terme sur une certaine classe d'actifs américaines, d'actions américaines, effectivement, qui est très très pertinente sur le moyen long terme. Bon, on aura eu le temps de traiter 2 sujets sur les 4-5 que j'avais envie de traiter, mais si je retiens un mot également sur le sujet dollar, c'est effectivement prudence, mais ça ne doit pas stopper complètement des stratégies non plus, selon vous, Johan Derbyshire, Non, si je comprends bien. En fait, il faut reprendre son portefeuille, l'analyser et avoir 30-35% de dollars. C'est quelque chose qui, structurellement, sur un moyen long terme, intéressant. Est-ce qu'à court terme, voilà, il faut se poser des questions à court terme, mais à moyen long terme, avoir une Alors, phase de juste important, il va falloir 3 faire secondes. très attention à l'évolution des taux d'intérêt sur les obligations dans les semaines et mois à venir, puisque je pense que là encore, il peut y avoir des fluctuations importantes. Merci Jean-François Fetti, merci Johan Derbyshire de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.